Aujourd'hui, le squad, j'ai un invité qui vient tout droit de London. Rassurez-vous, on va faire l'interview en français parce que, ayant très peu vécu en France, Lucas est français. Il m'a fait l'honneur de m'interviewer sur son podcast de la performance en mai et je voulais qu'il vous partage son parcours et ses projets. Il nous fait le plaisir de les partager pour la première fois dans un podcast. Lucas est coach, mais pas que. Il a de nombreuses facettes qui, je suis sûr, vont beaucoup vous intéresser. Lucas, salut. Bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Comment vas-tu? Merci, merci. Bonjour tout le monde et merci Maxence pour l'invitation, ça fait plaisir. Ouais, c'est plaisir partagé, c'est top et je pense que tu vas nous déceler pas mal de pépites, pas mal de conseils, donc c'est génial. Lucas, peux-tu te présenter à ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, bah écoute, comme tu as dit, moi je suis coach sportif comme tu as dit. Ça fait maintenant 10 ans que je suis à Londres. J'ai commencé coach sportif vraiment il y a 3 4 ans, même si j'ai toujours coaché dans le passé. Là, j'avais Mhm, commencé à mes 15 ans déjà, tu vois, j'ai commencé à coacher mes potes, etc. Donc j'ai toujours un peu baigné là-dedans. Mais j'ai vraiment commencé à faire ça depuis 4 5 ans comme métier. Et puis voilà, ça fait 10 ans que je suis à Londres. Je suis parti à Londres à 20 ans pour mes études. mhm. À la base, je faisais des études dans le cinéma. J'ai fait des études de 3 ans, que ça n'a rien à voir avec le sport. Donc, j'ai fait des études de 3 ans dans le cinéma. Et j'ai switché par la suite pour commencer des études dans le sport et la rééducation. Mhm. Euh, Mais j'ai fait ça que pendant 1 an et demi et sur un cursus de 3 ans. J'ai arrêté mes études. On en parlera un peu plus tard, les raisons, tu vois, mais j'ai arrêté. Et puis par la suite, en fait, j'ai fait d'autres formations dans le coaching. Et puis j'ai vraiment plus développé d'autres choses, en fait, que ça. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, je suis coach sportif. Je suis également, comme tu disais, je suis entrepreneur à côté. Donc j'ai créé mon business de salle de sport et également développer une société de production vidéo. Donc en fait, Yes, j'allie les deux, tu vois. Et, exactement, parfait. et donc voilà. Et c'est cette multifacette que je trouve hyper intéressante, qui, je pense, pourrait intéresser pas mal et inspirer pas mal de gens. Et surtout, ben ouais, c'est top en fait que tu aies réussi à, entre guillemets, te créer un métier par rapport à tous tes skills, par rapport à tes aspirations, à la vision que tu as. Donc, on va reparler de tout ça un peu plus tard dans l'interview. Au début, j'aimerais qu'on parle un peu de toi, de ton passé sportif. Et en fait, moi j'ai commencé le foot à 7 ans, Mhm. comme tout le monde, en poussin, Benjamin. Yes. Euh, Sacré Comment souvenir. j'ai joué en France, j'ai joué à l'Entente Saint-Gratien, qui était c'était un très bon club dans le Val d'Oise. Je sais pas s'ils sont toujours au même niveau qu'avant, mais c'était un très bon club à l'époque où je jouais. Mhm. Malheureusement pour moi, pour le foot, j'ai dû partir à 10 11 ans en Chine, parce que mes parents, enfin, mon père travaillait là-bas, donc j'ai bougé avec ma famille là-bas. Toujours continué à jouer là-bas, mais enfin, incomparable niveau en Asie et niveau en Europe. Malgré ça, tu vois, je continuais bien sûr toujours à jouer à fond. Je revenais faire des stages de foot l'été, que ce soit à Bordeaux, Girondins, ce genre de trucs. Et puis très vite, j'ai commencé à jouer avec des adultes, tu vois, donc dès 12 ans, je commençais à jouer avec des adultes, etc. Donc, Mhm. même si le niveau des adultes, tu vois, il était pas extraordinaire du tout, parce que tu sais, c'est des trucs expats, etc. Bah, en fait, jouer à 12 ans avec des adultes, t'as pas le choix que tu sais, de penser plus vite. Enfin, tu dois tout faire un peu plus vite parce que sinon tu te fais écraser direct, quoi, à 12 Bien ans, tu vois. sûr. Ouais. Donc même si le niveau technique, même à 12 ans, tu vois, un joueur qui est bon à 12 ans, qui joue en club, il écrase un adulte qui est pas bon, tu vois. Donc Mhm. même si techniquement, etc., j'étais largement au-dessus dès 12 ans, le truc, c'est qu'après, je me faisais écraser physiquement. Ça m'a permis de développer d'autres facettes du jeu. Mais voilà, mais après, incomparable avec le niveau en Europe, malheureusement pour moi. Donc, en fait, tu perds tous les automatismes que tu peux développer quand tu joues dans un club en Europe. La technique, tu vois, je pense que c'est un truc qui est un peu inné aussi. Donc, tu vois, tout ce qui est sens du jeu, etc., technique, contrôle du ballon, c'est un truc que j'ai toujours, depuis Sanois, depuis que j'ai commencé le foot, tu vois, j'étais toujours au-dessus, genre, au-dessus techniquement. Mais par contre, forcément, quand tu pars comme ça, bah, tu perds les automatismes, tu perds plein de trucs que tu peux pas trop récupérer par la suite parce que tu prends un écart en termes tu sais, de niveau, quoi. Bien sûr. Euh, donc ça a toujours été un peu frustrant pour moi, mais le truc le plus compliqué pour moi, c'est que justement, j'ai été blessé très jeune. Je me suis blessé à 14 ans au genou gauche, Mhm. sur un 5-5, tu vois. Tu connais les blessures 5-5 à la con, quoi, les appuis un peu trop
peu trop fort. Et ce jour-là, il pleuvait. J'ai jamais réussi, malheureusement, à mettre ce problème de genou de côté. C'est un peu long, je vais la faire bref, mais en fait, donc, je me suis blessé à 14 ans. Je me suis fait opéré à 3 4 mois plus tard. Première erreur, on en reviendra dessus. Première erreur, mais je me suis fait opérer 3 4 mois plus tard. Ça me prend à peu près 4 5 mois pour revenir sur le terrain à 100%. Donc, tu es jeune, donc ça va vite. Éducation basique, c'est à base de leg extension et de vélo surtout. Je me reblesse 1 an plus tard, même mécanisme de blessure. Genre, mon genou, il twist tout seul. À chaque fois, c'est moi tout seul qui blesse et sur un changement d'appui. Ok, sans contact. Sans contact à chaque fois. Mhm. Et à chaque fois, c'est pour ça que je dis 5-5 de merde, c'est qu'à chaque fois, c'était sur un petit terrain. Tu vois, sur les petits trucs, vraiment les petits terrains, Ok. les appuis, les terrains. Et à chaque fois, il faisait froid. À chaque fois, je me suis mal échauffé. À chaque fois, voilà. Donc, tu vois, c'est pour donner des conseils à des gens qui. Ouais, Moi, ouais. je me dis, tu vois, aux petits que j'entraînais une équipe, on en parlera plus tard, mais quand j'entraînais des gamins, je leur disais que ils s'échauffaient pas, toi, je leur disais ouais, que moi, j'aurais bien aimé, tu vois, prendre conscience de tout ça parce que bah, ça m'a peut-être évité de me blesser comme ça à répétition, comme un con. Mhm. Donc voilà, donc je me suis reblessé 1 an plus tard. J'avais 15 ans, 15 16 ans à l'époque. Je retourne voir le chirurgien. Deuxième erreur, enfin grosse erreur de sa part. Elle me dit que je dois arrêter le foot à 15 ans. Donc tu imagines le traumatisme, ce qui est une grosse connerie. Puis après, je commence en fait à me rentraîner à fond. Et je pense que c'est là en fait où mon attirance en fait en quelque sorte pour le sport en salle, pour l'entraînement physique prend vraiment naissance parce que en fait j'ai commencé à m'entraîner avec des coachs perso en fait comme moi je fais aujourd'hui. Mhm. Et en fait, je m'entraînais 2 3 fois par semaine, mais tu sais, j'avais 15 ans. Et moi, avant 15 ans, je faisais, tu vois, déjà, je connaissais rien à ça. Et les seuls trucs que je faisais, c'était des pompes dans ma chambre, des squats sans rien. Enfin, tu vois, des trucs, en fait, qui vont rien t'apporter, honnêtement, très Mhm. rapidement. Mhm. Surtout si tu les fais mal, tu vois. Et en fait, là, avec ces coachs-là, du coup, je m'entraîne avec eux pendant 4 5 mois. En fait, je découvre vraiment l'entraînement physique, tu vois. Ok. Ils me mettent dans le mal, mais dans le mal comme il faut. Je découvre une variété d'exercices, je rajoute du poids, tous ces trucs-là en fait. Et en fait, 4 5 mois plus tard, mon genou il va beaucoup mieux quoi. Tu vois, mon genou en fait est remis pour jouer. C'est là que je me suis dit, mais en fait, ouais, j'ai pas. Ce que tu as besoin, c'est juste de te renforcer à fond. T'as pas besoin d'une autre opération, tu vois. Au début, tu sais, souvent, on te blesse le genou, ouais, bah, enfin, il faut que je m'opère, etc. Alors que c'est n'importe quoi. Et en fait, du coup, j'ai commencé à vraiment m'entraîner comme il faut. Donc, j'ai repris le foot comme ça à 16 ans. Et malheureusement, voilà, pareil, je rejoue 9 mois et je me reblesse encore sur un même mécanisme, encore une fois. Donc, je sais pas si c'est un mauvais appui. En fait, à chaque fois, c'est mon pied qui glisse ou c'est moi qui tourne, mais je me reblesse encore. Et tu vois, à partir de ce moment-là, je me suis dit que du coup, je pouvais peut-être revenir tout seul. Du coup, j'ai commencé à m'entraîner à fond. Mais le problème, et tu vois, c'est ça aussi qui a été peut-être aussi un truc qui était pas bon pour moi, c'est que je m'entraînais beaucoup trop, justement. Parce que je me disais que je pouvais finalement, que l'entraînement comme ça en salle et tout, c'était la solution. Et du coup, j'ai commencé à beaucoup trop m'entraîner. Donc en fait, j'ai jamais vraiment réussi à revenir de cette énième blessure. Et je suis retourné voir du coup un chirurgien parce que j'avais toujours mal, je trouvais pas la solution, mais j'avais pas les compétences à l'époque, tu vois. Bien sûr. Et le chirurgien, du coup, me propose une autre opération. C'était une opération beaucoup plus grosse. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est une transposition de la tubérosité tibiale dans le but que la rotule se réaligne. Mais encore une fois, énorme connerie. Bref. Et du coup, je me fais opérer de ça. Et en fait, de cette opération, j'ai jamais vraiment, vraiment récupéré. Parce qu'en fait, on te casse ta jambe pour réaligner l'os, en fait, etc. Alors qu'il n'y a pas forcément quelque chose à réaligner du tout. Il n'y a rien à Bien sûr. réaligner. Mhm. Moi, la rééducation, je la fais, mais pareil, je la fais pas malheureusement, je la fais pas comme il faut. Je suis trop pressé, je suis stressé. J'ai 17 18 ans à l'époque. Je veux absolument jouer. Je m'entraîne trop. Et en fait, je fais pas ce qu'il faut, quoi. Donc, en fait, mon genou est super gonflé. Je me retrouve toujours, enfin, j'ai un genou, en fait, qui est de plus en plus mal en point. Et en plus de ça, moi, je compense de plus en plus, que ça soit avec le bassin, etc. Je récupère pas, en fait, de ce genou. Et donc, à la fin de mes études, tu vois, je retourne en France. Moi, j'avais toujours cette envie, tu vois, de retrouver le foot à fond, tu vois, c'était vraiment mon truc, tu vois. J'avais besoin de jouer au foot, c'était obligatoirement, il fallait que je rejoue au foot. Et du coup, je suis retourné en France, j'ai pris une année sabbatique après mes études. Et en fait, j'avais l'option, enfin, l'idée ouais, de juste me concentrer sur ma blessure et puis ensuite retourner et ensuite faire peut-être des essais, etc., avec des gens que je connaissais. Mais mon genou, j'arrivais pas à le remettre. Les kinés que je voyais, ça servait à rien. Du coup, je suis retourné voir un chirurgien qui, lui, tu vois, voulait me faire une arthroscopie. Donc, j'ai fait une arthroscopie parce que c'était peut-être la raison de la douleur, qui n'était pas le cas. Et puis, après, je suis parti continuer à me rentraîner, mais j'avais toujours mal. Et finalement, je suis parti à Londres, où je suis aujourd'hui à 20 ans.
Et en fait, à Londres, j'ai commencé du coup une rééducation dans un centre de kiné très réputé qui entraîne des joueurs de première ligue et tout. Ok. Et en fait, eux, ils me font encore une IRM et ils me disent que mon cartilage est très, très, très endommagé et que du coup, il faudrait faire une opération. Donc, je me dis, bon, écoute, ils s'y connaissent. Là, je reprends tout à zéro, je vais me faire opérer et c'est parti, quoi. Il faut opérer. Et sauf que quand je suis dans le genou, apparemment, le chirurgien me dit qu'en fait, c'était pas aussi grave que sur les radios, tu vois. Donc, ça, tu vois, c'est un truc qui m'a aussi marqué, tu vois, parce qu'aujourd'hui, on sait, toi et moi, on sait que parfois, l'IRM, c'est pas indicateur forcément du problème, tu vois. Exactement. C'est Exactement. important C'est à savoir. important ce que tu dis là, hein. Parfois, on croit que le diagnostic il est posé par l'imagerie, Mm. alors que c'est juste une confirmation ou de diagnostic ou justement une élimination voilà, de drapeau rouge, enfin de choses graves ou en tout cas de suppositions, d'hypothèses dans ton diagnostic. Là, c'est mal compris, notamment par les staffs techniques qui parfois ne jurent que par ça, notamment dans le haut niveau où ils croient que, comme en plus ils ont accès facilement à ces imageries, ben, il faut faire ces imageries. Donc en fait, les médecins sont un peu acculés par ça. Mais c'est hyper important que tu soulignes ça parce que c'est quelque chose Ouais, ouais. de très important dans le sport. Moi, quand il me l'a dit, je me suis, tu te dis, ah ouais, donc en gros, en plus, il te balance la nouvelle comme ça, tu vois. Tu te fais Mm, opérer, mais finalement, c'était pas si grave. Bon, tu vois, tu te mm, dis pas, enfin bref, donc, du coup, je fais du coup la rééducation derrière. Et la rééducation, c'est une rééducation très intensive, c'est 4 heures par jour, c'est 2-3 heures le matin, l'après-midi. yes. Euh, donc c'est vraiment une bonne rééducation. En fait, le truc, c'est que, tu sais, j'ai tellement traîné cette blessure que Mm, j'ai d'énormes compensations. Et mm, au-delà des compensations, bah, enfin, compensation que ça soit physique et puis contrôle moteur, j'avais plus, par exemple, différencier rotation de la cheville avec rotation tibiale, tu vois, ce genre de truc. ouais, Tu peux ok. opérer du tibia. Tu peux roter tibial, ça t'attache au tibia. Donc, en fait, tous ces trucs-là, tu vois, j'ai plus aucun contrôle moteur comme il faut. Donc, je fais la rééducation avec eux, mais ouais, j'ai plein de contrôle moteur, j'ai le stress qui s'est ajouté au fil des années, une dépression qui a suivi par la suite, on en parlera après, mais du coup, la rééducation, voilà, c'est compliqué. Donc, au début, les 3-4 premiers mois, grosse progression, parce que je suis motivé à fond, parce que ça se passe bien et tout, mais à un moment donné, ça stagne. Peut-être que les kinés ne voyaient peut-être pas le petit truc sur lequel il fallait bosser, peut-être que moi, je faisais pas ce qu'il fallait, peut-être que j'en faisais trop à côté aussi, parce que j'avais trop l'envie, ça, c'est quelque chose de négatif aussi, tu vois, Mm, 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 trop vouloir en faire aussi, et trop t'es mm. dans ces trucs-là de no pain, no gain, surtout quand tu es jeune, tu penses que c'est la solution, alors qu'en fait, j'en parlais avec un ami qui n'est à moi, non, parfois, moins en faire, c'est mieux, tu vois. Beaucoup moins en faire, Exactement. beaucoup Mm, moins en faire. Il y a des gens comme ça, moi, par exemple, je suis le genre de personne où à l'époque, il fallait que j'en fasse beaucoup moins. Si je m'entraînais 10 heures par semaine, il fallait que je réduise ça de moitié, quoi. Et que mm. je laisse le temps de récupérer et de faire les choses bah, beaucoup plus calmement et faire confiance. Donc en fait, je fais cette éducation avec eux, mais ça se passe pas forcément comme il faut. Et puis au bout de 2 ans, en fait, j'ai toujours mal, j'en ai marre en fait. Donc à 22, 21, 22 ans, j'arrête d'aller les voir et puis je commence en fait à faire. En fait, d'un moment, t'as plus trop confiance, tu vois, au système médical. T'as plus Bien confiance aux sûr. médecins, t'as plus confiance aux kinés, t'as plus confiance à tout ça. C'est une raison pour laquelle j'ai arrêté l'université en fait justement aussi. J'avais l'impression de me faire enseigner des trucs par des profs enfin par des profs qui m'enseignaient la même chose que ce qui avait foiré pour ma rééducation. Mais du coup en fait bah, je me suis tourné moi-même j'essaie de comprendre moi-même le problème. Et en fait je suis devenu un peu mon propre cobaye, tu vois, mon Mhm. propre. Et ça c'est très mauvais. Il n'y a rien de pire que d'être son propre kiné parce que c'est pas ce qu'il faut quoi. J'étais obligé de comprendre comment le corps il marche. J'étais obligé de tester de tout ça. Et donc en fait c'est ça qui m'a vraiment plongé dans tout ça. Et donc, j'ai fait plusieurs formations, et j'ai pris certaines routes où aujourd'hui, je me dis, mais n'importe quoi d'avoir cru ce genre de méthode. On en parlera plus tard aussi, c'est ce qu'on disait par rapport au dogme, la façon dont les gens croient trop à des trucs. Mais voilà, en gros, mon truc de sportif, c'était un peu long, mais c'est un peu ça. En fait, j'ai été beaucoup plus blessé qu'autre chose. Et ça fait vraiment que depuis, on va dire, 2-3 ans où vraiment j'ai commencé à plus me réentraîner comme un sportif. Parce qu'en fait, j'ai passé 8 ans avant ça à être. Bah, j'étais pas un sportif, quoi. Effectivement, du coup, tu as passé pas mal de temps à être blessé. Est-ce que tu penses que tu es tombé, entre guillemets, sur les mauvaises personnes qui ont fait les mauvais choix pour toi? Je pense qu'à 14 ans, oui. 14 ans, Ouais, comme tu disais sur la première opération qui a été une erreur. tu te fais pas opérer d'une opération de rotule à 14 ans, d'une Hmm, luxation rotule à 14 ans. Si un hmm, chirurgien te dit
de te faire une opération parce que tu t'es fait... Et puis c'est une grosse opération, mine de rien. C'est un truc où ils te prélèvent. Moi, c'était une reconstruction comment on dit en anglais? Enfin, c'était MPFR Reconstruction. Et en fait, ils te préservent du coup un tendon des ischios pour te le foutre ici, tu vois. Ouais. Euh, Tu te retrouves quand même... Parce que ça, on n'en parle pas aussi, mais les traumas des cicatrices qu'une opération peut avoir, c'est très important aussi. Moi, pour la première opération, je me suis retrouvé avec 4 cicatrices. Petites, hein, mais t'as 4 cicatrices. Ton genou est différent. On te Mhm. fout dans la tête, enfin, on te dit que ton genou est différent, et en plus de ça, tu le vois, tu vois. Donc, Mhm. ça crée des traumas déjà à cet âge-là. Au-delà Mhm. de ce que la cicatrice, etc., peut entraîner en termes de trauma physiquement, tu vois. Oui, oui, il y avait un trauma psychologique, du coup, au niveau de Ah, l'image. c'est sûr. Bah, surtout la deuxième, parce que une transposition de la tuberosité tibiale, tu changes complètement la forme de ton genou, tu Ouais, vois. bien sûr. Moi, si je mets mes deux genoux comme ça, par exemple, assis à côté, tu as le gauche qui est beaucoup plus gros que le droit, tu D'accord. vois. C'est juste parce que le tibia, tu l'as transposé. Et ça, en fait, c'est quelque chose, tu vois, après ma deuxième opération, qui a été extrêmement. J'ai mis énormément de temps, en fait, à l'accepter. Et je comparais toujours les deux, en fait. J'avais envie que le droit devienne soit comme le gauche, mais alors qu'en fait, c'est pas possible, tu vois. L'opération, ouais, au-delà du physique, tu peux avoir ça crée aussi des traumas, justement, par rapport à ça. Et du coup, non, les mauvaises personnes, oui, bah, t'as le chirurgien à 14 ans que j'ai rencontré, t'as ce même chirurgien que j'avais été voir quand je me suis reblessé la deuxième fois, qui m'a dit d'arrêter le foot à 15 ans, Mhm. parce que je me suis reblessé. Ça, c'est quelque chose de dramatique à dire. Tu dis jamais ça, même si c'était vrai, tu vois. Mhm. Tu ne le dis pas à 15 ans parce Non, que, c'est dingue. et même, je sais même pas si tu le dis parce que, en fait, limite, tu le dis quand le gars, il a tout tenté dans sa rééducation après, tu vois, mais tu le dis pas au début. Mhm. Ouais, non, Parce non, que c'est dramatique, ouais. c'est dramatique. Parce que le mec, il part déjà avec l'optique de, ah, mon genou tu vois, et ces trucs qui marquent. Moi, en fait, j'ai Mhm. passé des années on m'a mis dans la tête dans des années ce putain de nocebo que mon genou n'était pas fait pour le foot, que mon genou n'était pas bon, que mon Mhm. genou était. Et puis tu vas avoir un chirurgien, donc un docteur. J'avais un docteur que j'avais été voir à l'hôpital de Paris. Il me fait IRM, opération des deux genoux. Et en fait, j'avais été diagnostiqué d'une dysplasie des deux genoux. Une dysplasie, il y a combien de gens qui ont ça? En fait, on s'en fout. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Moi, j'ai la même chose. En fait, j'ai la même chose au genou droit. Une dysplasie de la rotule. La rotule, tu sais, au lieu d'être complètement concave, elle est un peu Mhm. comme ça. C'est pas grave. Il C'est n'y a pas rien de grave. grave. Mhm. Rien de grave. Mais voilà, on te fout ça dans ta tête. T'as une dysplasie. Ah merde, donc du coup, c'est pour ça. Donc, et en fait, quand t'es jeune, tu connais pas tout ça. Tu vois, et même quand t'es plus âgé, mais que t'as pas les connaissances, on te fout dans la tête ce genre de trucs-là. Et c'est très mauvais. Et donc, tu vois, ça fait. Donc, ça, c'est ce genre de personnes. C'est des personnes, en fait, qui ont été très nocifs pour moi, pour ma éducation, parce qu'ils m'ont mis des trucs dans la tête qui étaient n'importe quoi. Et après, j'ai rencontré d'autres personnes qui, pour moi, n'avaient peut-être pas fait le travail qu'il fallait en termes de rééducation. Mais je sais aussi que j'avais ma part de responsabilité parce que j'étais extrêmement stressé. Je faisais peut-être trop, justement, comme je te disais, par rapport à ce que je devais faire. Et tu peux être le meilleur kiné du monde. Si ton patient à côté, il respecte pas forcément ce que toi, tu as prévu, c'est compliqué, tu vois. Ouais. Ouais, pas mal de personnes, mais tu as aussi des personnes qui étaient positives, heureusement. Ouais, ouais, ouais. Et c'est intéressant ton témoignage par rapport au respect des consignes Mm. du professionnel de santé, le professionnel du sport, parce qu'effectivement, il doit en fait s'instaurer un climat de confiance, et peut-être que toi, tu l'avais pas justement. Tu n'avais pas cette confiance au professionnel pour dire ce qu'il dit est vrai, et donc je vais suivre à la lettre ce qu'il fait. Et ça, d'une certaine manière, tu as ta part de responsabilité, mais le professionnel de santé aussi a sa part de responsabilité parce qu'il n'a pas réussi à t'amener en fait dans cette... Ouais, dans- je pense qu'on sous-estime vachement le rôle, justement, psychologique, en fait, d'un kiné, tu vois. Pour moi, un Carrément, kiné, c'est un gars qui doit être kiné, un coach. complètement. Il doit te parler, et en fait, il doit te rassurer, il doit te pousser quand il faut. Et tu vois, c'est vrai que peut-être justement que j'avais peut-être pas forcément ces personnes-là enfin, j'ai peut-être pas les bons conseils, en fait, de gens qui me donnent ces conseils-là, qui me permettent, en fait, d'être plus calme, et puis aussi de vraiment me dire, de me regarder enfin, droit dans les yeux et me dire, t'inquiète, Lucas, ça va être fixé. Tu sais, de m'enlever. Moi, c'est comme des fois, moi, j'essaie de dramatiser pas mal, en fait, quand j'ai des gens, ouais, là, on m'a dit que j'avais ça, je pourrais plus faire ça. En fait, tout de suite, je leur dis, attends, attends. En fait, t'as pas envie tu sais, je prends vachement des gants parce que tu veux pas non plus, tu sais, être le gars qui, non, non, eux, c'est des conneries. Mhm, bien Mais sûr. c'est quand même de dire, non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Il n'y a pas de raison que tu penses ça. Crois-moi, si tu fais ça, 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 il n'y a aucune raison que
que ça marche pas. Tu vois, j'ai un ami en fait comme ça, c'est pour ça que je dis ça. J'ai un pote qui s'est fait opérer 2 fois le ligament croisé, Mhm. 2 fois le même genou. Son docteur lui avait dit enfin, avant la deuxième opération ou après la deuxième que si jamais il se reblesse au genou, c'est fini. En gros, il n'y a plus rien à faire. En gros, son genou, bah, il faudra qu'il arrête le sport, etc. Bon, mon pote fait sa rééducation. Bon, pas poussé comme je lui avais dit de faire, mais il fait comme sa rééducation. Il rejoue à ce qu'il veut, etc. Mais il a toujours quand même une petite peur parce qu'il ne va pas au bout de sa rééducation. Et en fait, il se reblesse 1 ou 2 ans plus tard, quoi, il y a un ou 2 mois. Il se reblesse. Et en fait, il me disait, je suis traumatisé parce que mon docteur m'avait dit que si je me reblessais, c'était fini, quoi. Et du coup, pour lui, en fait, là, il s'est reblessé. Du coup, en fait, plus rien à faire, etc. Et je lui ai dit, mec, arrête d'écouter. C'est des conneries. C'est des grosses conneries. Et le truc, c'est que même si je le sais pas à 100%, Mhm. même si, tu vois, c'est peut-être vrai, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est une énorme connerie de penser ça. Et je veux que lui se convainc tout seul que c'est pas vrai. Mhm. Tu vois? Parce que c'est pire, en fait, pour moi, d'accepter que c'est comme ça, etc. Même si c'est comme ça. Parce qu'en fait, du coup, derrière, tu fais pas ce qu'il faut. Tu peux pas t'entraîner comme il faut pour revenir. Et c'est pire c'est pire justement d'avoir cette mentalité que de donner un faux espoir. Tu vois. Complètement. Moi, je préfère donner un faux espoir, même si j'ai tort à la fin, que de dire la vérité tout de suite. Là, on parle de trucs, de blessures musculo-squelettiques, hein. Je parle pas du tout tu sais, de maladies graves, hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais Pas vraiment c'est important que tu le précises. Mais Oui, effectivement, le discours qu'on va avoir peut être hyper encourageant ou destructeur. ça va tout conditionner. Ça va tout conditionner. Complètement. Et tu peux être le meilleur des coachs, kinés, physio, si tu n'as pas en fait la confiance de ton patient, que tu n'arrives pas à l'encourager et à avoir un discours qui soit bon, qui l'aide dans sa période de reconstruction, de réhabilitation, rééducation, et ben en fait, t'as rien compris. Et c'est pour ça que j'ai interviewé là, Adrien Cabon, qui est préparateur mental, qui nous parle un peu de tout ça, parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment sous-estimé, et je pense que n'importe quel professionnel de la santé devrait avoir certains skills dans cette démarche-là, et puis après, ben, pourquoi pas s'entourer de psychologues du sport, préparateurs mentaux, qui peuvent aider davantage leurs patients, leurs clients. Bah, t'as raison, mais c'est un tout, de toute façon. On parlait des gens, justement, qui m'ont influencé négativement et positivement. C'est marrant parce qu'il y a un kiné en Allemagne. J'avais été Mhm. voir 3 mois, il y a 3 4 ans. J'avais passé l'été là-bas, en fait, dans son centre. Et lui, pour le coup, c'est marrant parce que il a été à la fois très important et en même temps, la rééducation qu'on a faite, elle n'était pas bonne du tout. Et en fait, lui, le truc où il a été vachement important, il m'a tout de suite dit, en fait, que non, que ça va, t'inquiète pas, ton genou il va se réparer, il n'y a pas de souci. En fait, il m'a mis tout de suite dans ce truc-là, tu vois. Et en fait, ce qui était marrant, c'est qu'après, à la fin des 3 mois, donc la rééducation n'a pas fonctionné, mais j'avais quand même, tu vois, progressé un petit peu, etc. Et je lui avais demandé à la fin, comment tu savais du coup que tu m'avais jamais vu encore, comment tu savais bah, Ça va bien se que... passer. Et en fait, il m'a dit, je savais pas, mais si je t'avais dit dès le début si je t'avais pas dit ça, tu serais jamais venu, Mhm. on n'aurait jamais essayé, tu n'aurais pas fait les petits progrès que tu as fait. Et tu vois, Mhm. tout ça, donc, en fait, c'était super important. Et c'est ce que je te disais. Donc, lui, en gros, il m'a donné un faux espoir, enfin, un faux espoir, un espoir. Mhm. Et lui-même ne savait pas si c'était bon ou pas, mais c'était super important parce que s'il n'y avait pas ça, j'aurais pas fait ce qu'il fallait, tu vois. Mais donc, c'est super important de donner, ouais, d'avoir un discours positif avec le patient et de surtout pas lui mettre des nocebo dans la tête parce que c'est destructeur. C'est pour ça, et tu vois, les IRM, on en parlait justement, mais c'est bien d'en faire, hein. Parfois, ça donne des indications, comme tu disais, mais c'est vrai qu'il faut faire aussi attention parce que ça peut aussi tout de suite te mettre un truc. Tu vois, moi, il y a 2 3 mois, par exemple, il y a 4 mois, ouais, je t'avais demandé d'ailleurs ton avis. Je m'étais fait un petit peu mal au dos Mhm. et tu sais, j'avais un truc qui ressemblait un peu comme une douleur de nerf, tu vois. Bien Euh, sûr. Pathologie. Ouais, je me souviens. Mais j'ai refusé d'aller faire un IRM. Je savais en fait que c'était juste une question de où est-ce qu'il fallait rebouger, comment il fallait recharger progressivement, comment, enfin tout ça, tu vois. Et je savais que si j'allais faire une IRM, ils allaient forcément trouver quelque chose. Exactement. Tu as Et tout que dit. j'avais pas envie qu'ils me disent, ouais, t'as ça. Parce qu'en fait, même si je le sais, bah peut-être que j'allais garder ça en tête. Tu vois, et donc c'est bien, ça enlève des red flags, hein, comme tu dis, tu vois, les drapeaux rouges, tout ça. Exactement. Ouais. Mais
et il faut savoir reconnaître quand il faut la faire, tu vois. Ouais, pour resituer les drapeaux rouges, donc les red flags, c'est des choses qui sont vraiment graves et qu'il faut éliminer parce que ça peut être des maladies importantes, etc. Des choses qui sont médicalement très importantes, mais qui sont heureusement très rares. Donc, c'est important de le signaler. Voilà, quand c'est pas un red flag, il y a plein de choses à faire. Et comme tu l'as dit, de toute façon, si on fait tous, tout à chacun, des examens là, tout de suite, on trouvera forcément quelque chose. C'est obligatoire. On trouvera forcément quelque chose. Pour autant, cliniquement, ça va bien. Dans notre sport, ça peut aller bien. Et c'est OK. C'est hyper important parce que, par exemple, suite à une blessure, il va y avoir un processus de rééducation, un processus de réathlétisation. Et dans la majorité des cas, les tests cliniques, les tests sur terrain vont être suffisants pour remettre progressivement le joueur avec le groupe à l'entraînement, en compétition, etc. Et il est probable que si on fait des imageries, quand on fait les tests, etc., bah, il est probable qu'on voit encore quelque chose. Mhm. Et ça, en fonction de l'athlète, il faut faire vachement attention parce qu'il y en a qui vont se dire, ah mais regarde, j'ai encore quelque chose. Oui, non, mais cliniquement, ça va bien sur les tests, ça va bien, regarde sur le terrain, ça va bien mieux, tu as diminué ta douleur progressivement. Regarde le processus par lequel tu es passé. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est un peu sous-estimé, c'est de documenter tout ce que tu as fait avec un athlète dans une rééducation. Mhm. Parce que on est souvent voilà, dans l'instant présent et se dire, ah, regarde comment ça va aujourd'hui. Ouais, mais regarde, il y a une semaine comment tu étais. Regarde, il y a un mois comment tu étais. Regarde, il y a 6 mois comment tu étais. Alors, par exemple, Ouais. dans un ligament croisé, c'est une rééducation du ligament croisé, c'est hyper important. Parce que, bah, comme tu dis, il y a des moments où bah, ça plafonne. Et je pense que ça, c'est important quand même de documenter tout ce qu'on fait pour pouvoir parfois s'en servir et dire, OK, aujourd'hui, c'est moins linéaire dans ta progression, mais regarde par où tu es passé et le parcours que tu as fait. De toute façon, une rééducation, c'est jamais linéaire. Tu vois. Les gens, il faut vraiment le. C'est Moi, très important à signaler ça. Ouais. ça, mon médecin me le disait au centre de kiné où j'étais à Londres. C'est que ouais, c'est pas comme ça, c'est toujours comme ça, tu vois. Mm. Et moi, il y a des moments où ce qu'il faut pas, c'est que ça soit comme ça et que tu reviennes là, tu vois. Exactement. Mais tant que ça fait comme ça, comme ça, comme ça, même si là tu descends pendant un mois et qu'après tu remontes, ça dépend des blessures, forcément. Si tu descends Mhm. trop pendant un mois, il y a un problème aussi, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, c'est pas linéaire. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et en fait, quand tu comprends ça, ça permet de déstresser. Moi, quand j'ai commencé à comprendre ça par rapport à mon genou, tu vois, c'est que bah, tu sais, des fois, je progressais de ouf. Et en fait, tu progresses bien, tu t'entraînes une semaine, 2 semaines, ah, t'es bien, ah, et puis tu vas tester un truc. Et boum, le lendemain, ah, fait chier, putain. Et en fait, ça peut te plonger dans une. Tu peux te dire, merde, finalement, ça va pas, tu vois. Mais en fait, si, ça va parce que ton genou, c'est juste une réaction parce que tu as fait un truc nouveau. Laisse reposer, ça va aller mieux la prochaine fois. Et puis, mais tu as pu faire quelque chose que tu pouvais pas faire il y a 2 semaines. Et là, tu vas te reposer et peut-être que dans 4 jours, dès que tu le referas, tu auras plus mal le lendemain. Ouais, c'est important de le comprendre. Moi, dès que j'ai compris ça, ça m'a permis vraiment de déstresser vachement et même quand j'avais des jours de moins bien, de me dire, eh, c'est pas grave, Lucas, fais-toi un film, fais-toi même une pizza. Et puis ça va passer, quoi. Tu vois, au lieu d'être complètement omnibulé, tu vois, ça, c'est un gros souci que j'ai eu pendant ma rééducation aussi longtemps, c'est que j'étais tellement obsédé par ça. Mm. Tellement obsédé par ça. Je touchais tellement mon genou, je le testais tout le temps. Je faisais je sais pas combien de leg extensions à poids de corps, enfin, tu sais, sans résistance. Mm. Mais cumule 200 à 300 leg extensions la journée. Ton quadri, à un moment donné, il est fatigué, tu vois, Mm. Mm. même si t'as pas de résistance au bout. Donc fais ça tous les jours, fais ça. Et puis, si t'es omnibulé par un truc et qu'en plus, comme moi, bah, t'avais un problème un- pas- problème moteur, entre guillemets, tu vois, moi, mon tibia, le gros souci que j'avais, c'est que j'avais vraiment une rotation tibiale de merde. Si tu joues comme ça, que ton genou t'entretient ces mauvais patterns, comme on dit en anglais, Mm. Mm. bah, c'est dramatique aussi, parce que du coup, tu développes des très mauvaises habitudes, quoi. Faut savoir vraiment déstresser, mais c'est compliqué. Et comme tu disais, c'est bien pour ça de faire appel à un préparateur mental. Ce que j'ai fait, tu vois, il y a 1 ou 2 ans. Ok, j'ai Et demandé. Ouais. on a parlé, on a bien discuté, tu vois. Et en fait, moi, j'avais des objectifs qui étaient démesurés. J'avais des Ok. objectifs qui étaient démesurés. Et ça, c'est une grosse connerie aussi en éducation, je trouve, hein. C'est bien, tu vois, d'avoir une vision.
tu as un joueur de foot de classe mondiale qui se blesse 8 mois avant la Coupe du Monde, évidemment que la Coupe du Monde, c'est son objectif à long terme. Mhm. C'est que s'il voit ça et qu'il est stressé tous les jours parce qu'il se dit la date rapproche, ça va être compliqué. Donc, Mhm. alors, s'il fait étape par étape, comme mon préparateur mental me disait, tu vois que moi, j'avais l'objectif, bah, rejouer. Mon objectif, c'était rejouer au foot, enfin, c'était intégrer un club d'un bon niveau à Londres. Bon Ok. niveau pour moi à Londres, c'était semi-pro. Ça aurait été, tu vois, quatrième, cinquième division, parce que c'est déjà des stades. C'est déjà Surtout en Angleterre. en Angleterre, c'est un très bon niveau, tu vois. Mhm. Et c'était mon objectif. Je voulais que ça, tu vois. Mais si je pense qu'à ça, je vais pas être bien dans ma tête. Donc, Mhm. les trucs, c'était de séparer étape par étape, étape par étape. Exactement. Avoir des mini-objectifs. Ouais, premier objectif, déjà, fais-moi, enchaîne le jogging, quoi. Enchaîne les courses, cours de plus en Exact. plus, Mhm. tourne le ballon, prends plaisir aussi. Ça, c'est un truc, tu vois, on me prend pas, mais moi, malheureusement, j'avais plus aucun plaisir à jouer au foot. Tu vois, je sais plus c'est quand la dernière fois que je me suis retrouvé sur un terrain et que j'ai vraiment pris du plaisir à jouer. Parce que c'était devenu un objectif plus qu'un jeu, tu vois. C'était devenu un truc, que je fasse, que je réussisse. Et ça, c'est pas bon aussi. Il faut toujours garder ce truc-là de plaisir parce que sinon, tu te mets trop de pression. Voilà, je m'égare un peu, mais, mais Non, voilà quoi. non, mais tu as raison. Adrien disait, une de ses, un de ses piliers pardon, de sa méthodologie, c'est la joie. Ouais. Et s'il n'y a pas de joie, il peut rien se passer. Ah, mais c'est super important, hein. Mais après, tu vois, la joie, tout c'est que quand tu joues et que tu n'as aucune blessure, etc., tu es libéré dans ta tête, tu vois. Mais le truc que moi, c'est que quand je Ouais, commençais à ouais. jouer, et que j'avais toujours un petit problème de genou, etc., bah, en fait, tu es plus focus sur ça que sur le jeu. Tu peux être frustré d'avoir l'impression de plus être aussi performant qu'avant. Voilà, quand j'ai repris le foot, c'est marrant parce que je suis vraiment pas. Mais évidemment, c'est normal, tu grandis et puis ça fait des années plus tard. Mais aujourd'hui, quand je joue si je joue un foot à 11, etc., je suis plus du tout le même joueur qu'avant. Mhm. J'ai complètement adapté mon jeu. Tu vois, je suis plus du tout. Avant, quand j'étais jeune, j'étais vraiment le genre de joueur. Tu vois, j'adorais dribbler, prendre des risques. En fait, je jouais vraiment tu sais, à l'instinct, tu vois. Bien sûr. J'ai perdu cet instinct-là. Ouais. Aujourd'hui, je suis plus du tout instinctif, très simple, tu vois. J'ai un bousquet, tu vois. Parce que j'ai adapté mon jeu, parce qu'en fait, j'ai perdu cet automatisme, ces trucs-là. Et du coup, j'ai perdu ce plaisir-là que j'avais quand j'étais petit, les petits roulettes, etc. J'ai perdu ce truc-là. Donc ça, c'est dommage de perdre ce truc-là, parce que le foot, c'est quand même un truc de plaisir. Mais moi, j'ai perdu ce truc-là et j'avais plus de... Le foot, pendant très longtemps, j'ai une relation vraiment amour-haine avec le foot. Tu vois, à un moment Mhm. donné, je me suis dit, putain, j'aurais adoré ne jamais aimer le foot. J'aurais adoré ne jamais tomber amoureux du foot comme ça parce que pendant 8 9 ans, en fait, tu vois, c'est comme si on m'avait. C'est con, les gens comprennent. Enfin, tu te dis, ah, ça va, c'est que du foot. Ah, ça va, c'est que ton genou. Et puis moi, j'ai vachement culpabilisé en plus à cause de ça pendant ma rééducation. Parce que je Mhm. me dis, bon, ça va, je suis pas handicapé. Ça Mhm. va, Mhm. je manque de rien, tu vois. Mhm. Mais c'est que mon genou m'empêchait d'avoir la vie que je voulais par rapport à ce que je voulais faire, que ce soit dans le sport. Mais à un moment donné, c'était même plus du sport, c'était même juste marcher dans la rue. C'était avoir une vie, tu vois, avec ma copine, juste marcher enfin, comme il fallait, sans douleur, etc. Et en fait, j'avais pas le truc que je voulais. Et j'ai vachement culpabilisé par rapport à ça. Et parce que le foot, c'était toute ma vie, tu vois. Moi, j'ai commencé le foot à 7 ans. À la récré, tu joues au foot. Avec tes potes, tu joues à FIFA. Quand tu bouffes à midi, tu parles de Ronaldo Messi. Tu joues le soir, 5-5 après tes matchs. Tout le temps, c'est foot. Et là, du jour au lendemain, bam, on t'enlève ça. Ah, pour moi, ça a été horrible à vivre. Et ça m'a pris du temps, en fait. Ça m'a pris Ouais, du ouais, temps. mais je comprends. Déjà, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais sur l'instinct du joueur qui est Mm. hyper importante. Tu vois, pas plus tard qu'hier, j'étais avec un joueur professionnel voilà, qui me disait, Max, quand je fixe le joueur, moi, je suis un dribbleur. Bah, normalement, je fixe et je dribble. Et il me Mhm. dit, bah là, en fait, depuis ma blessure, parce il avait récidivé, et je le voyais suite à cette rechute, il me dit, bah en fait, depuis cette première blessure, j'avais peur. Je me sentais pas capable, en fait, de dribbler. Et en fait, du coup, je fixe et j'attends, en fait, que le latéral, il passe dans mon dos, qu'il y ait le milieu de terrain qui se propose pour lui faire Mhm. la passe, en fait. Mhm. Et ça, c'est super important, je pense, justement, de redonner cette confiance à l'athlète parce que, en fait, ça peut vraiment flinguer, comme tu dis, l'instinct et les qualités premières d'un joueur. Donc, c'est important que En fait,
tu peux t'en développes d'autres aussi, tu vois. Avoir été blessé comme ça longtemps, j'ai regardé beaucoup de matchs de foot, du coup. Ouais. À un moment donné, plus du tout, parce que, comme je t'ai dit, je détestais le foot que je ne vais même plus regarder. Mais je Mhm. regardais pas mal. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que même si je ne jouais pas, j'ai tellement regardé des, des matchs bah, tu sais, tu regardes Verratti. Moi, mon joueur préféré, c'était Xavi, tu vois. Moi, Xavi, il est au-dessus de Zidane, tu vois. C'est Ok. tout ça, parce que j'ai grandi avec lui. Mais j'adore. Et en fait, je regardais ça et j'étais tellement admiratif du calme qu'il avait sur le terrain. C'était simple. Moi, j'aime bien les joueurs simples. Je déteste les. Je suis admiratif des joueurs comme Mbappé, tout ça, parce que je peux pas faire ce qu'ils font du tout. Ouais. Et je peux pas faire ce que fait Xavi, évidemment. Mais disons que ça me paraît plus Mais ça accessible. paraît, exactement. Mais Ça c'est me ça, paraît c'est plus important, accessible. le mot paraître. Ça me paraît plus C'est parce accessible. que ça te paraît plus simple et tu te dis, ah ouais. Ouais, ouais, ça me paraît plus simple en fait, parce qu'en fait, c'est extrêmement dur, hein. C'est inatteignable, Bien la sûr. vitesse, etc. J'étais vachement admiratif de ça, et en fait, plus je regardais les matchs de Xavi, etc., mais en fait, plus quand j'ai recommencé le foot, j'essayais d'être très, très calme aussi. Tu vois, avant, quand j'étais plus jeune, j'avais ce problème, c'était dès que j'avais le ballon, j'avais l'impression qu'il fallait le donner très vite. En Angleterre, c'est un peu comme ça d'ailleurs. Moi, c'est pour ça que j'aime pas trop le jouer anglais, enfin, surtout dans les bas clubs, hein, je sais pas comment c'est, mais c'est que faut très vite. Ouais, c'est vrai. Mhm. Et en fait, tu vois, quand je regarde Xavi, etc., même quand je regarde les pros, en fait, je me dis, bah non, il a le ballon, il est calme, il prend son temps, il sait où est-ce qu'il va la mettre après, mais s'il prend 2 secondes, 3 secondes pour garder, parce que ça sert à rien de faire la passe maintenant, il le garde, tu vois. Et en fait, il a le temps, quoi. Il prend le temps et sa façon de bouger et de contrôler le ballon, ça lui donne le temps. Et en fait, moi, ça m'a permis de voir ça encore et encore. Bah, en fait, quand j'ai repris le foot, j'ai développé cette qualité-là Mhm. de me dire, en fait, dès que j'ai le ballon, tu as le temps, tu vois. C'est un truc que tu apprends, bien sûr, sans la formation, etc. Mais c'est vraiment en regardant les matchs de plus en plus. Et pour moi, c'est très important. Pour ça, c'est important de regarder les matchs, mais pas regarder les matchs, pas regarder le ballon, tu vois. De Regarder, manière passive. Mhm. regarde ton joueur, regarde le joueur qui joue ta position, comment il bouge Complètement. avant qu'il reçoive le ballon, comment. Et ça, c'est très important. Et du coup, moi, j'ai beaucoup regardé ça. Et c'est vrai que ça m'a pas mal influencé sur ma façon de, quand j'ai repris après le foot, tu vois. Donc c'est marrant, je trouve, ce truc-là. Ça revient, ça rejoint un peu la vision, comment on dit ça, putain, visualisation, pardon. Mhm. Que les préparateurs mentaux Mhm. Mhm. peuvent te dire de travailler. Complètement, Quand tu es ouais. blessé, si tu visualises comment tu joues, etc., même si tu joues pas, tu vas gagner des trucs. Exactement. C'est très important. Mhm. Ça, c'est très utile aussi pour un kiné, un prépa physique, d'utiliser ça. Voilà, l'athlète, il est blessé. Et justement, on en parlait dans l'interview avec Adrien, où clairement, avec cette imagerie motrice, on peut faire des choses intéressantes. Ça a été prouvé par IRM cérébral. Mm. Donc, ça peut paraître bizarre, mais il se passe véritablement des choses. Donc, super intéressant ce que tu racontes. J'aimerais rebondir sur ce dont tu parlais avec ta famille, tes proches, plus ou moins, et ce refus du droit de se plaindre. Non, non, c'est après, c'est moi qui avais qui. Non, en fait, c'est les deux. En fait, c'est que au bout d'un moment, tu sais, quand ça fait plusieurs années, Mhm. tu peux développer une étiquette de le gars qui se plaint tout le temps, Mhm. etc. Et donc, en fait, c'est vrai que moi, avec mes parents, ça a été super compliqué pendant longtemps. Comme moi, en fait, ils voyaient pas le bout du tunnel, ils savaient pas comment m'aider, en fait, tu vois. Ils voyaient pas le truc. Même si, tu vois, ils m'ont toujours accompagné là, à droite, à gauche pour voir des médecins. Mon père a toujours été là, tu vois, quand j'avais des trucs de foot. Genre, quand j'ai été faire un test à Sedan un jour, quand j'avais 15 ans, moi, tu vois, il m'a amené de Chine à Sedan. Enfin, il a toujours été là, tu vois. Et pour le Ouais. foot, enfin, pour mes blessures, je pense qu'ils étaient vraiment, ils en étaient malades, en fait, de me voir comme ça. Mais ça a été assez compliqué avec mes parents parce que mon père, en fait, je lui en voulais vachement. En fait, j'ai l'impression qu'il me donnait un conseil, les deux, de passer à autre chose, tourner la page. C'est bon, tourne la page, c'est comme ça, la vie, c'est comme ça, tourne la page. Et moi, j'acceptais pas ça. Pour moi, c'était inconcevable en fait d'accepter non, mon genou, il va pas rester comme ça. Et en fait, du coup, j'en ai vachement intérieurement voulu comme ça à mes parents parce que je comprenais pas la différence du discours entre dans la vie, il faut se battre et tout. Et là, j'ai un truc comme ça, faut en quelque sorte abandonner. Mais c'est juste qu'en fait, au bout d'un moment, ça faisait tellement longtemps que j'avais ces trucs-là et qu'on voyait pas le bout du tunnel que mes parents, ils commencent à s'inquiéter. Qu'est-ce que tu as fait, enfin, tu sais, par rapport à l'avenir, etc. Donc, tu vois, c'est pour ça que c'est normal. Mais j'en ai vachement voulu à mes parents, mon père, à ma mère, pour ça.
je me plaignais pas, tu vois, mais je pense en fait qu'à un moment donné, mon genou était tellement pas bien que en fait, je pense qu'il mesurait pas enfin, à quel point, tu vois. Il mesure, Mhm. et je pense qu'il mesurait pas non plus parce qu'en fait, il me voyait quand même m'entraîner, j'étais quand même fit. Euh, vers 24-25 ans, j'ai pas mal grossi parce que j'étais pas bien du tout, mais ils me voyaient quand même fit, faire du sport. Mais en fait, déjà, ils m'ont jamais vu m'entraîner en rééducation. Tu vois, ils étaient tout le temps là, mais par exemple, ils m'ont jamais vu, donc ils n'ont pas vu l'effort que tu fournis pour une éducation comme ça, quoi. Pas pendant juste 2-3 mois, mais en 10 ans. Moi, ma fierté, c'est vraiment de ça, c'est d'avoir quand même pu pendant 10 ans comme ça m'accrocher à ça, tu vois. Ça aurait pu durer beaucoup moins longtemps. Quand j'ai dit, j'ai fait pas mal d'erreurs. Mais je pense que si tu voyais ça aussi, tu comprendrais aussi un peu plus la frustration que je pouvais dégager, ce genre de trucs. Mhm. Tu vois. Ouais, c'est important, Donc, ouais, cette non, frustration. ouais, non, mais c'est pas que je me plais, c'est pas que j'avais pas envie de me plaindre, c'est juste qu'à un moment donné, tu peux pas te plaindre tout le temps, tu vois. Mhm. C'est normal. Justement, à un moment donné, tu as plusieurs fois émis le mot dépression, comme quoi voilà, tu as eu des périodes un peu down. Est-ce que tu peux en parler? Ouais, ouais, bah ouais. Bah, moi, non, mais j'ai commencé, en fait, vraiment pas bien, tu vois, vers 19-20 ans. En fait, quand j'ai commencé à arriver à Londres. Parce qu'avant, Ouais. j'étais encore chez mes parents, j'étais ado, etc. Et puis, mais à 19-20 ans, je commençais vraiment à être pas bien, parce que j'avais pas eu de la vie que je voulais, parce que j'avais tout le temps mal, parce que je pouvais pas faire ce que je voulais, comme je t'ai dit. Et parce que, au bout d'un moment, ça faisait déjà longtemps que j'étais blessé, j'en avais marre de pas trouver la solution, quoi. Et ouais, donc à un moment donné, enfin, petit à petit, au début j'ai commencé, tu vois, on parlait ça l'autre fois, mais tu vois, moi, à un moment donné, je buvais pas mal justement par rapport à ça. Bah, parce qu'en fait, ça me mettait dans un état de relax. En même temps, ça me faisait dans un état pire, mais j'étais arrivé dans un truc avec ma blessure où ça m'arrivait oui, de boire pas mal. Tu vois, au début, c'était une fois tous les 3 mois, après, puis à un moment donné, vers mes 21 ans, euh, c'est pour ça que je suis allé voir un psy après, parce qu'à un moment donné, pendant un mois, j'avais bu, je crois que tous les peut-être 20 jours dans le mois, j'avais bu, tu vois. Et là où tu vois, c'est là où je te dis, bah, forcément, tu fais une éducation, forcément, l'alcool, ça va pas aider non plus. Donc, j'étais tellement pas heureux, pas bien, que j'étais un peu là-dedans, mais ça va pas durer longtemps, parce que même si je faisais ça, je continuais quand même à m'entraîner à côté. Mhm. J'ai jamais eu un moment donné, en fait, où j'ai complètement tout lâché pendant 5 mois et tout. Tu vois, j'ai juste eu des périodes comme ça où je m'entraînais à fond pendant 3 semaines, ça va pas, et là, pendant 5 jours, je vais être pas bien, tu vois. Donc, j'ai eu une petite grosse dépression comme ça. Puis après, petit à petit, c'est passé. Mais c'est pour ça que j'ai arrêté mes études aussi de sport éducation. Parce que j'en pouvais plus, en fait. J'étais dans un truc où j'en pouvais plus. J'étais avec des profs qui me cassaient les couilles, pour être honnête. J'étais un petit con aussi, faut le dire. J'étais arrivé dans cette école avec des certitudes. Mhm. Euh, je connaissais mieux que tout le monde, alors que pas du tout. Mhm. Euh, et donc, en fait, je cherchais sans arrêt le débat avec eux. Ouais. Mais Puis tu cherchais la solution peut-être aussi. pas ça, mais en fait, moi, j'ai besoin de crédibilité. Et tu vois, par exemple, sur 8 profs que j'avais, même s'ils avaient les meilleures connaissances du monde, ça me faisait chier qu'il y en avait 4 qui étaient obèses. Quand on parle de biomécanique, tu vois, ça m'énerve quand un prof de biomécanique est en très gros surpoids. Ou ça m'énerve quand on parle de réhabilitation de blessures sur le terrain, mais que mon prof, il est en surpoids et qu'il boite. Tu vois, ça m'énerve. En fait, c'est le genre de truc. Et moi, tu vois, pendant longtemps, je voulais pas. Justement, c'est pour ça que j'ai fait cinéma aussi, hein. Je voulais pas, je me voyais pas en fait être coach pour, et ne pas pouvoir avoir la crédibilité, quoi. Tu vois, Mhm. c'est un Mhm. truc, moi, c'est super important. Moi, j'ai besoin de pouvoir, j'ai besoin que si j'entraîne un footballeur, tu vois, ils disent, ah ouais, ah, Lucas, malgré son genou, il fait quand même, il est bon, quoi. Je vais l'écouter, tu vois. Malgré son genou, parce que les séquelles que tu gardes après son opération, elles sont toujours présentes, mais malgré ça, ah ouais, il fait quand même, il fait tout ça, tu vois. Mhm. Et donc, pendant longtemps, ne pas pouvoir faire ce que je voulais avec mon genou, ne pas pouvoir, j'avais aucune légitimité de pouvoir coacher quelqu'un. C'était impossible. Donc, en fait, c'était d'abord moi me rééduquer, avancer et ensuite pouvoir entraîner. Bah, du coup, en fait, ça, plus le fait que mon genou n'allait toujours pas, j'étais pas bien. Et donc, j'étais en dépression un petit peu jusqu'à 25 ans, jusqu'à ce que je sois parti en Équateur. Ok. Là, petit à petit, ça allait mieux. Et puis après, j'ai remonté la pente par rapport à ça. Ouais, mais c'est important que tu parles de ça parce que on croit que dans le sport, Ouais, c'est des choses qui n'existent pas. Alors qu'en fait, on se rend compte complètement. qu'il y a parfois plus de dépression, en tout cas de symptômes dépressifs et d'anxiété chez des sportifs que en rapport à la population générale.
J'allais dire, je pense que c'est aussi parce que, enfin, surtout au niveau pro, mais les gens, je pense, ne peuvent pas comprendre qu'un joueur qui gagne 200 000 par mois peut être triste, tu vois. Exactement. Et bah, tu vois, tu parles de quelque chose qui est réel. J'ai regardé un documentaire que je mettrai en lien dans la bio qui est vraiment intéressant, qui dure une demi-heure, qui s'appelle Silence, je tombe, Mhm. qui a été fait par Beansport, où ils interviewent Johan Cardinal, l'ex-gardien de l'OGC Nice, Pires, Mhm. Perkis, et pour différentes raisons, ont eu une dépression. Et Pires dit justement, mais quand on est joueur professionnel et qu'on gagne énormément d'argent, en fait, les gens ne peuvent pas comprendre qu'ils disent, mais de quoi tu te plains? Ah, T'es riche comme Crésus. T'as pas le droit de te plaindre. Et justement, bah, il y a ce refus du droit de se plaindre qui peut être désastreux, en fait. le problème vient de là par rapport aux joueurs. Pas parce que tu gagnes plein d'argent, malheureusement, je sais rien, mais c'est parce que tu gagnes plein d'argent que tu peux pas te plaindre. Enfin, que tu peux pas être. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Et T'es d'ailleurs, humain, t'es humain avant tout. Ouais. je pense, et encore une fois, je parle alors que je suis pas vraiment pas la bonne personne pour dire ça parce que je suis justement pour le coup, je suis pas du tout légitime, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte l'effort pour pour faire du sport de haut niveau, quoi. Ouais, et je pense que j'ai un très bon ami à moi qui pourront plus en parler, mais parce que moi, je suis pas sportif, sportif de niveau, laisse tomber, mais c'est juste que l'effort que tu dois mettre pour être sportif de niveau jour après jour, je pense que les gens, ils se rendent pas compte, en fait. Et forcément, au bout d'un moment, ça crée des frustrations, quand tu es blessé, c'est la fin du monde. Après, le sportif, son corps, c'est son instrument de travail. Donc, quand il se blesse le genou et qu'il en a pour 9 mois, pendant 9 Mm. mois, il ne travaille pas. Donc, forcément, et Exactement. puis, c'est par rapport à la suite de la carrière. Encore une fois, on avait parlé de ça, enfin, on en avait parlé de cet exemple, mais moi, c'est mon genou, je n'étais pas bien. Ça se trouve, si je m'étais niqué l'index, mon index ne marchait plus, je m'en foutrais, hein. Mon index Ouais. aujourd'hui, il serait comme ça, ma vie, elle serait belle, hein. Mm, Mais mm. et un pianiste se nique l'index, Exactement. l'index, hein. C'était même le petit doigt, on va dire, même le petit doigt. Il se Ouais. nique cette là. Mais les gens, ils vont pas comprendre pourquoi le mec plonge dans une dépression pour un petit doigt. Mais ce gars, Exactement. c'est sa vie, C'est ça le contexte. c'est sa passion et c'est le truc où, tu vois, c'est le truc où il se sent bon. Tu vois, Mm. moi, le foot, c'était un truc, je me sentais très bon dedans. Mais comme des milliers de joueurs, il y a des milliers de joueurs qui sont très bons. Mhm. Et moi, je me sentais bon là-dedans. Donc, on m'enlève ça, donc forcément. Mais tu me casses le doigt, je m'en fous. Un pianiste, lui, Mm. il va plonger en dépression. Ouais, ouais. Mais tu as raison de mettre ce contexte de là qui est hyper important. Parce que, effectivement, si tu n'as pas ce contexte et que tu as juste cette information, il s'est blessé ici et il n'est pas bien. Mais pourquoi? Moi, ça me ferait rien. Oui, mais toi, il y a d'autres choses qui te poseraient problème. Donc, c'est important. Ouais. C'est ça. Et moi, avec mes parents, c'est ça le conflit. C'était que ma mère, par exemple, n'a jamais été sportive, etc. Donc, c'était Mhm. impossible pour elle qu'elle comprenne Mhm. Bien sûr, le, ouais. la réalité dans laquelle j'étais. Elle pouvait comprendre, mais elle pouvait pas s'imaginer. Tu vois, Mm. pour elle, bon, bah, c'est bon, il y a d'autres choses dans la vie. Tu vois, tu feras autre chose. Le foot, c'est bon, tu feras autre chose. En fait, tu peux pas discuter parce que même si elle comprend, etc., c'est juste impossible à expliquer la tristesse que tu peux avoir, tu vois. Après, c'est top que tu nous parles de tout ça parce que voilà, je pense que c'est pas assez évoqué et donc c'est top, Mhm. merci. Et tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que véritablement, effectivement, les échecs, et donc toi, tes échecs ont dû conditionner certaines de tes réussites, et je pense qu'elles te servent aujourd'hui dans ta partie professionnelle. Je sais que voilà, on en a parlé dans ta présentation, tu as des projets avec multiples facettes où Mhm. tu englobes tout ça sur ton projet du spot performance, et j'aimerais justement que tu nous parles de tout ça. Bah, moi, en fait, je pense que j'ai toujours eu un peu cette âme un peu d'entrepreneur. Mhm. Euh, je pense que ça vient peut-être sûrement de mon père, de mes grands-parents, enfin, j'en sais rien. Mais en fait, du coup, il y a un an, 2 ans, j'ai voulu créer mon propre truc, en fait. Et en fait, je voulais avoir ma propre salle pour pouvoir entraîner les gens de manière privée, etc. Et je voulais en même temps développer un truc pour les autres coachs, parce que je voulais pas être le seul. Enfin, je voulais faire profiter d'autres coachs de ce truc-là. C'est un truc qui existe déjà, hein. C'est une salle à louer, ça existe partout. Moi, je voulais juste apporter ma touche avec un concept où le coach aurait sa salle privée à 100%, donc il n'y aurait pas d'autres coachs avec lui. Et le but, à très long terme, c'est de vraiment équiper les salles avec du matériel de haute performance, en fait.
Moi, ce que je Exactement. voulais, ce que je voudrais, enfin, mon but, c'est de pouvoir donner accès à monsieur tout le monde parce que pour moi, un gros problème en rééducation, les cabinets de kiné en général ne sont pas forcément équipés, sauf quand tu es à un bon niveau, hein, et sauf certains kinés, enfin, beaucoup de kinés, mais tu en as beaucoup qui sont pas forcément équipés pour le Mhm. retour sur le terrain. Et je trouve il manque toujours cette étape, en fait, entre tu t'es rééduqué et sportif. Il y a un gap qui est tellement énorme à chaque fois pour moi entre Incroyable. tu vois, il y a un gap pour moi qui est énorme, mais enfin, dans la population générale surtout, hein. Évidemment, pro, ils savent parce que tu réduis ta blessure pour rejouer, donc tu fais cette partie-là. Mais la plupart des gens, et mon pote, tu vois, c'est un très bon exemple qui s'est reblessé ligaments croisés, tu fais Mhm. ta rééducation, mais à un moment donné, il y a tellement d'étapes à suivre avant de retourner sur un terrain et d'être sûr que ton genou va pas lâcher Mhm. et que non seulement il lâche pas, mais qu'en plus il soit plus fort qu'avant. Mhm. Toute cette partie, elle n'est pas assez poussée par énormément de kinés, je trouve. Et c'est aussi dû parce que bah, tu n'as pas forcément le matériel pour. En fait, à un moment donné, les élastiques, le poids de corps, etc., c'est cool. Et je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient bénéficier énormément parce que s'ils savaient vraiment en fait, comment s'entraîner comme ça, bah, ils gagneraient énormément de muscles, ce que tu veux. Parce que tout est une question d'intention, comme on dit à chaque fois. C'est vraiment, il Exactement. faut savoir comment tu t'entraînes pour développer le truc. Donc, évidemment que chez toi, avec rien du tout, tu peux te muscler énormément. Mais à un moment donné, il faut aussi un petit peu mettre de la vitesse, de la force, etc. Et ça, il faut quand même, pour le sport, il faut quand même un certain équipement, j'ai envie de dire. Mhm. Et donc, moi, c'est un peu mon idée, enfin, le truc que j'ai vraiment envie de développer petit à petit. C'est un truc à moyen terme, long terme. Bah, c'est de pouvoir donner accès à ce genre d'environnement pour que les gens puissent s'entraîner comme il faut avec leur kiné ou leur coach, quoi. Ouais, Mais c'est ouais, c'est hyper important parce que pour moi, comme tu dis, c'est trop peu fait. Il y en Mm. a qui le font très bien et c'est top. Et j'espère que ça sera une majorité d'ici peu. Clairement, un physio, kiné du sport, qui ne fait pas de test, qui ne passe pas au préalable par une période de réathlétisation, ça va être super dur, hein. C'est une faute professionnelle. C'est clairement une faute professionnelle. C'est pas mettre tous les moyens pour un bon retour au terrain de l'athlète. Et si t'as pas fait ça, clairement, t'as zéro. C'est quelque chose, comme tu dis, à un moment donné, de faire les choses voilà, dans un environnement qui est au poids de corps ou dans un environnement très isolé, où Pas l'athlète il adapté. se sent bien, etc., Ah, qui n'est pas dans le chaos du sport, en fait. À un moment mm. donné, il va falloir progressivement se rapprocher de ce sport. Et si, en fait, le gap, comme tu dis, entre ce que tu fais et l'activité sportive est trop important, en fait, tu t'envoies ton sportif Ah, à exactement. l'abattoir. Ouais, clairement. Ah, ouais, ça, c'est pour moi le gros problème en kiné, je trouve. Ah ouais, clairement. Là, Mais je parle comme un kiné, mais je suis même pas kiné, moi, hein. Moi, je fais qu'un an et demi, je suis pas kiné. Donc, tu ouais, vois, ouais, pareil, non, non, mais tu as ton expérience aussi de sportif. ça fait 10 ans que je suis là-dedans, et enfin 10 ans que je baigne dans ce monde de l'éducation de par moi-même et en fait de ce que je vois aussi autour, en fait. C'est pour ça que Mhm. je me permets de donner mon avis. Bien sûr. Et je suis pas kiné, et puis moi aussi, j'ai fait aussi des erreurs, hein. Moi, j'ai fait aussi des erreurs avec des gens. Il y a 6 8 mois, par exemple, j'avais une cliente, sur un mouvement, elle s'est fait un petit peu mal au tendon derrière le genou, tu vois. Mhm. Et tu te remets en question, tu te dis merde, en fait, putain, je suis allé trop vite parce que tu te sentais bien. Donc, en fait, tu vois, il faut en même temps les pousser, mais toujours respecter du coup, ils peuvent aller, tu vois. Mhm. Et ça, c'est ça la difficulté quand tu entraînes quelqu'un aussi. C'est qu'à un moment donné, tu sens qu'il est prêt, etc. Donc, tu vas essayer de le pousser un petit peu, et puis, et normalement, ça devrait passer. Mais malheureusement, tu peux faire une erreur tous les 2 ans. Donc, ça, c'est le truc qui est difficile à juger, et c'est là où il faut prendre sa responsabilité, tu vois. Sûr. Mais c'est ça aussi le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils vont jamais peut-être suffisamment, se pousser suffisamment pour que ensuite sur le terrain là, ça soit ridicule comparé à ce qu'ils font en salle de sport, tu vois. Et donc à un moment donné, tu dois aussi amener la personne à se surpasser entre guillemets, tu vois. Complètement. Donc moi j'y vais progressif. Évidemment, il faut toujours aller une surcharge progressive, tu y vas petit à Mhm. petit. Il faut aussi parfois ne pas forcément hésiter à y aller, quoi, tu Mhm. vois. Et à Si tu sens surpasser son niveau antérieur. surpasser son niveau et si tu sens que la personne elle est prête et qu'elle peut et que c'est bon, qu'elle va pousser et qu'il n'y a pas de souci, tu Mhm. discutes bien avec elle, il y a énormément de communication à avoir
est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu es à l'aise? Bien Ça, sûr, c'est ouais. pas juste lui faire faire le truc, tu vois. Déjà, il faut parler. Est-ce que tu es à l'aise? Mm, mm. Moi, si je fais faire du back squat avec quelqu'un, je montre toujours, on parle beaucoup, je dis, ça va? Est-ce que tu es à l'aise avec la barre? Comment tu te sens? Si t'es pas à l'aise, il y a d'autres variantes, tu vois. Il y a Bien d'autres sûr, façons de mettre la charge que je veux. Maintenant, si tu es à exactement. l'aise, tu te sens bien, on va le faire parce que le back squat peut te donner le bénéfice qu'on veut rechercher en termes de force. Mm, mm. Et donc, c'est intéressant. Et donc, tu vois, ce que je disais par rapport aux cabines clean, etc., qui n'ont pas forcément tous ça, c'est que, oui, à un moment donné, il faut que tu mettes de la charge, quoi. Mm. Ce que je disais avec Nicolas de Kinaplytics, il faut Ouais. charger. Et moi, mon genou a changé complètement avec ça. Enfin, moi, quand j'ai commencé vraiment à mettre de la charge sur mes entraînements, etc., il y a 2 3 ans, bah, forcément, mon genou allait beaucoup mieux, quoi. Ouais, ouais. Et petit à petit. Oui, et puis petit à petit, tu as fait aussi en sorte, j'imagine, que le niveau athlétique, j'entends, Ouais. que tu as eu était meilleur que avant blessure, en fait. Il est meilleur. Et c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est. Je voulais rebondir tout à l'heure par rapport à ce que tu disais par rapport aux IRM, ce que tu vois dans le corps, etc. Moi, mon genou, aujourd'hui, tu fais une IRM de mon genou gauche, mais je crois que les médecins, tout ça, ils me disent fais plus de sport et surtout prends une béquille. Enfin, bref, tu vois quoi. Marche avec des béquilles, tout ça. Si tu fais une IRM de mon genou, tu vas voir un truc, tu vois, qui est horrible, je pense. Ouais, Parce que 5 opérations, cartilage qui est endommagé, etc. Parce qu'aujourd'hui, mon genou gauche, il est mais beaucoup, beaucoup plus fort ouais, que quelqu'un un footballeur qui peut-être ne s'est jamais blessé. ouais. Après, tout est une question de bah, est-ce que la toute petite douleur que j'ai, est-ce qu'elle est endurable? Mais en termes de force, etc., de proprioception, de tout ce que tu veux, mon genou gauche aujourd'hui, il est beaucoup plus fort qu'un footballeur qui s'est jamais blessé, qui fait pas de la musculation athlétique, j'ai envie de dire. Ça, c'est important aussi, tu vois, quand tu as une blessure, c'est pas très, on s'en fout qu'au final de ta blessure, de comment était ton genou, comment était ton truc. L'important, c'est que tu sois plus fort qu'avant, quoi. Exactement. Et moi, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, moi, sur un terrain de foot, quand je suis vraiment en forme et que je m'entraîne vraiment pour jouer au foot, je me sens mais beaucoup plus puissant qu'avant, quoi. Et si je me retrouve face à des joueurs qui s'entraînent pas de manière comme il faut à la salle, etc., j'ai l'impression que physiquement, je peux les bouffer, en fait. Et Ouais. tu te sens puissant, quoi. Tu sens que si c'est un corner, tu sens que tu vas imposer, tu sens que tu vas être hargneux sur le ballon, tu vois. Il Mm. va pas te passer. Et je pense que c'est aussi un bénéfice de l'entraînement en salle physique, c'est que ça développe aussi des qualités nerveuses, tu vois, des trucs comme ça. Enfin, moi, j'encourage énormément ouais, les footballeurs. Je pense que c'est un gros problème aussi, on disait, mais les footballeurs devraient, je pense, s'entraîner beaucoup plus agressivement comme un sprinter, on va dire, en salle, quoi. Grave. Un game changer. Tu Laisse connais mieux que tomber. moi. Ah mais non, mais game changer. C'est alors voilà, il y a beaucoup de croyances dans le football, mais l'athlète, le footballeur, qui comprend qu'il doit travailler notamment sur ses facteurs nerveux, travailler en force, voilà, mettre de l'intensité Mm. et de manière sécure, progressive. Il se reconnaît plus le joueur. Plus personne ne le reconnaît, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et si tu comprends ça, aujourd'hui dans le football, tu prends de l'avance sur tout le monde. Parce que de toute façon, le problème, c'est que aujourd'hui, techniquement, il y a plein de joueurs incroyables. Et ce qui va faire la différence, ça va être voilà, cet aspect athlétique, cet aspect être capable d'encaisser les entraînements et les matchs hein, à répétition. Comme tu disais, il y a plein de gens qui aimeraient être footballeurs professionnels, mais tout le monde n'accepterait pas toutes les contraintes. Ça, c'est Ouais. un fait. Faut vraiment le vouloir, quoi. Et puis après, il y a l'aspect mental. Et je pense que c'est des axes voilà, qui sont hyper importants. C'est tout l'intérêt de ce podcast, voilà, de donner un Ah, peu mais des ça, parce billes. que moi, quand j'étais en Amérique du Sud avec le coach avec qui je jouais là-bas, quand j'ai appris le foot, lui, c'était un ancien pro qui joue au Portugal et tout, c'est un Ouais. Argentin. Et lui, il me disait en fait, il n'y a aucune différence entre toi et moi dans le sens technique, etc. Tu vois, tout le monde, à un moment donné, sait faire une passe, sait faire un. Mm, Tout le monde mm, sait ça. mm, Donc après, ce qui va faire la différence, c'est mental, etc. Tu vois. mm, 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 Et mm. moi, ça, c'est un truc qui me manquait, où je pense que j'aurais eu du mal, justement, à percer dans le haut niveau, c'est l'aspect mental. Autant j'ai un mental extraordinaire, je trouve, pour justement se battre quand tu as une blessure, etc. Mais
le mental de compétition. Je pense que j'étais pas, c'était ma grosse lacune, tu vois. Tu te compares aux autres, enfin, toujours de trucs, tu vois. Ça, c'était mon gros problème, en fait. Et je pense que tu as plein de joueurs, malheureusement, qui sont aussi paralysés comme ça parfois. Ils ratent leur premier ballon sur un premier match, genre le premier ballon du match, et puis c'est plus le même joueur. Tu en as des comme ça, tu vois. Mm, Et c'est mm, dommage. mm, mm. Dommage parce que ça enlève tout le potentiel et ça se travaille. Donc ça, j'encourage les joueurs qui sont comme ça à vraiment travailler avec un préparateur mental parce que faut relativiser, tu vois. Enfin, faut relativiser quand tu rates un ballon, tout le monde rate des trucs et puis travailler. Mm, mm, mm. Bah, tu vois, fait actuel, hier, je sais pas si tu as vu Mbappé qui rate un but, même Mhm. si pour moi, enfin, il arrive tellement vite que de rabattre la balle dans le but, c'est quand même pas évident. Ouais, Parce qu'il arrive à balle, clairement. Et en fait, tu le vois sourire. Et au lieu ouais, d'en fait de s'effondrer, comme certains pourraient le faire, et se dire, ah, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis une merde. Bah non, en fait, on garde le sourire et on continue, on y retourne, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, en fait, de voir ces images-là. C'est OK et on y retourne. ouais, exactement. J'aimerais justement rebondir sur un truc. Tu disais qu'aujourd'hui, il y a plein de salles comme ça. Et moi, Ouais, justement, en fait, pour moi, c'est pas le cas, en tout cas pas en France. Je sais qu'on en exactement. avait discuté après notre podcast en off, où tu Je l'ai mis en disais France alors. que à Londres, dans le monde anglo-saxon, c'était quelque chose de normal, qu'il y avait énormément de concurrence, mais des concurrences en fait où il y avait plein de différences avec toi qui est voilà, avec une salle très axée performance. Il y en a qui avaient dis-moi si je me trompe, mais des salles plus chiadé pour, voilà, pour des vidéos, influences, etc. Aujourd'hui, en France, franchement, il doit y en avoir un peu sur Paris, mais c'est quelque chose qui est quand même minoritaire. Je trouve ça top. Je pense que c'est quelque chose que j'ai envie que ça bouge aussi en France à ce sujet-là. De toute façon, dans le monde du fitness, du sport, laisse tomber, on a 10 ou 20 ans de retard, c'est trop. Mais il y a des choses qui se passent. Et tu vois, je viens de débarquer sur Aix-en-Provence, donc Aix, Marseille. Et justement, bah, je sais qu'à Marseille, j'ai trouvé une salle où ben voilà, ils proposent un abonnement ou alors tu payes à la séance. C'est juste génial. Je trouve que. Mais le problème, c'est encore une fois, c'est une question de mentalité. C'est qu'il y en a qui ont du mal. Tu sais, tu as aussi ces coachs qui préfèrent être dans un. Voilà, travailler dehors ou travailler à la maison, etc. Alors après, si tu as la clientèle qui demande ça, ben, c'est parfait. Mais je pense que sinon, tu aurais tellement à gagner de justement collaborer avec des salles comme toi que en fait, tu offres un autre service, clairement. C'est un autre service en fait. Donc, t'auras d'autres clients aussi, tu vois. Ouais, Exactement. j'ai Exactement. enfin, là, c'est plus pour les coachs. Enfin, là, ça, c'est plus un discours pour les coachs ou business, etc. Mais Ouais, mais t'offres c'est un autre important. service. T'offres un autre service. Donc, vu que tu offres un service privé à 100%, enfin, un truc, entre guillemets, classe, quoi, un truc bien pour le client, bah forcément, ton prix doit évoluer, quoi. Tu dois louer la salle aussi. Donc, forcément, ton prix Eh évolue. Et oui, exactement. en fait, c'est à toi de voir comment tu comptes faire. Ben ouais, non, en France, ils ont du retard par rapport à ça. Au début, je voulais le faire en France. Et en fait, je me suis dit, je vais le faire à Londres. Parce que Londres, le marché est mieux pour ça. Après, il y a beaucoup plus de concurrence, comme tu as dit. Mais il y a Euh, plus de demandes aussi, j'imagine. Beaucoup plus de demandes. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup et beaucoup de concurrence. Et t'as des salles qui sont top. T'as plein de concepts différents. Mais c'est un truc que moi, ce que j'adore, parce qu'en fait, tu vois, je me suis retrouvé dans l'entrepreneuriat. Je me suis un peu retrouvé dans l'esprit sportif. Tu vois. Mm, Moi, mm. j'adore ça, en fait. J'adore ce truc. En fait, c'est ça. Le foot, en fait, ce qui me manque le plus dans le foot, tu vois, aujourd'hui, je déteste jouer au foot juste comme ça. Ça me fait chier. Tu vois, je Ouais, déteste jouer au foot, faire un 5-5 ou un 7-7. Si c'est pas même un mini championnat entre, tu vois, ça me fait ouais. chier. J'aime pas ça. J'ai besoin que sur un foot, j'ai besoin qu'il y ait du trash talk. J'ai besoin que ça soit agressif, que tu vois, tu mets un coup de coude pendant le corner. J'ai besoin de ça, tu vois. Sinon, je prends pas le plaisir. Mm, mm. Et, La perf. ouais, c'est pas la peur, c'est juste, j'ai besoin pour moi, c'est ça le foot. Ouais, Moi, le foot, ouais, t'as besoin d'avoir cet esprit-là. ouais. Ouais. Et ce que j'aime bien avec le truc d'entrepreneuriat, etc., c'est que c'est pas que tu mets des coudes, mais putain, c'est fatigant. C'est fatigant mais c'est cool. Mm. Moi, j'adore ça. Tu es tout le temps en train de penser à des idées, tu es tout le temps en train de développer des trucs, tu as 46 000 choses à faire, donc tu as l'impression que les journées, elles finissent jamais. Là, je suis vraiment qu'au début de mon entreprise.
Mais tu sais ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait qu'il faut toujours regarder ce qu'on a fait avant. Tu vois, on dit regarde devant, regarde pas derrière. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve que c'est super bien de regarder derrière parce que ça te Mm. permet de voir D'où les tu conneries. viens. Moi, j'ai fait énormément de conneries. Ma sœur travaille avec moi là-dessus. Et Ouais, des fois, on dit, putain, quelle connerie on a fait, quoi. ouais, On a vraiment fait des conneries. Mais en fait, t'es obligé de les faire, ces erreurs, parce que c'est que comme ça que tu apprends. ouais. Et tu vois, moi, je me suis lancé là-dedans et j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas fait de trucs là-dedans. Mhm. Je suis simplement, j'avais mes idées, mes visions. J'ai mon père qui est entrepreneur, donc qui m'a vachement aidé. Ma sœur qui m'aide aussi, mais elle, pareil, elle avait jamais lancé d'entreprise, etc. Donc en fait, on y allait comme ça, en apprenant comme ça. Et donc tu vas forcément faire des erreurs. Mais pour moi, c'est la meilleure façon d'apprendre. Moi, j'ai l'impression, tu vois, en 1 an et demi, 2 ans comme ça, d'avoir démarré ça, j'ai l'impression d'avoir appris, mais 1000 fois plus que j'aurais appris en 5 ans à l'école de business, je sais pas où, tu vois. Mm, mm, C'est mm, pas mm. parce que j'aurais pas appris les bases. Moi, ça aurait été super bénéfique pour moi d'aller dans une université pour apprendre des bases, etc., d'avoir des réflexes, parce qu'il y a plein de trucs que je sais pas. Mais ça, déjà, ça s'apprend petit à petit. Et puis, et après, tu t'apprends d'autres choses aussi. Tu pourras jamais remplacer la pratique du terrain, les emmerdes de la réalité qui vont avec, tu vois. Quand il y a un truc qui va pas, quand tu as un client qui est pas content, quand tu dois changer quelque chose, quand tu dois. Et ça, tu peux pas le trouver dans un livre, tu vois. Donc, Exactement, c'est le terrain, donc ça c'est la m'aurait aidé. pratique. La pratique, donc ça m'aurait aidé, mais moi, je suis plus quelqu'un qui aime bien apprendre en écoutant des choses, en faisant, Mm. et puis petit à petit, j'espère m'améliorer de plus en plus encore et encore et encore. Et puis, C'est voilà. tout le mal qu'on te souhaite. Et tu vois, je trouve que ça fait vachement le parallèle avec ton parcours sportif, en fait. Ouais. C'est justement d'apprendre par la pratique. Bah, ouais, il y a des gens comme ça, hein. Moi, encore une fois, tu sais, aujourd'hui, par exemple, moi, j'aurais jamais quitté l'université de sport où j'étais aujourd'hui. Je l'ai fait heureusement que je l'ai fait, parce que j'étais tellement pas bien à ce moment-là que ça m'a permis de Mm. rebondir. Donc, en fait, Mhm. j'ai aucun regret, tu vois, parce que c'est très bien, ça m'a permis justement de faire ce que je fais aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je l'aurais pas fait parce que je me suis dit, ça aurait été cool aujourd'hui quand même. Il y a des trucs que j'ai pas les compétences aujourd'hui. Et Mm, peut-être que mm. ça m'aurait aidé. Et en même temps, je me dis, ça faisait 1 an et demi que j'étais là-bas, en toute humilité, mais quand je compare avec mes camarades de classe qui étaient là-bas aussi, je me dis, bon, ah, ça va, je pense que, je pense que j'ai pas non plus de retard, quoi, tu vois, Mm, sur ça. mm, mm. En fait, c'est une question, encore une fois, pour moi, c'est une question on t'apprend des choses, après, il y a une façon de penser derrière, tu vois, et de pas exécuter simplement ce que tu as appris. Et ça, pour moi, c'est mon parcours, c'est là où ça fait ma force, c'est plus la façon de penser et de réfléchir plutôt que de juste appliquer bêtement parce qu'un prof t'a dit ça. Et je pense que tu as beaucoup de gens qui sortent d'université où ça peut être comme ça, justement. Et ça, c'est dommage. Écoute, j'espère que ça inspirera certaines personnes. Donc génial, je suis super content que tu nous aies parlé de ça. On va passer sur la dernière partie du podcast. Ouais. Euh, J'aimerais que tu nous donnes ton meilleur conseil que tu pourrais donner à un sportif. Je peux t'en donner deux, trois, mais très rapides. Allez, vas-y. Bah, moi, je pense qu'il faut. Le plus important, en fait, je me suis rendu compte, c'est de profiter du chemin, en fait. Ça peut paraître cliché à la con, mais en fait, pour moi, je me suis rendu compte que réaliser un rêve, enfin, réaliser un but, on s'en fout. En fait, alors évidemment, la Coupe du Monde, c'est autre chose. Je pense que si je gagne la Coupe du Monde, j'aurai un discours différent. Mais en fait, je me suis rendu compte que à chaque fois que tu as un but, bah, dès que tu l'atteins, en fait, et après quoi. Tu vois. Et en Mhm. fait, ce qui s'est passé avec moi, c'est que je me suis toujours dit, quand j'étais blessé, ouais, dès que je vais recourir, je serai trop, trop content. Dès que je vais rejouer, je serai trop content. Et à chaque fois que j'atteignais cette étape, Mhm. chaque fois que j'atteignais une étape, bah, en fait, il se passe rien. Et tu vois, à un moment donné, j'atteins le but que je m'étais fixé. Ouais, je veux rejouer au foot et puis je veux faire un essai et puis je veux jouer un match, etc. Ça faisait 8 ans. J'atteins ce truc-là. Je rentre le soir et je me dis, putain, tout ça pour ça, quoi. Et ça m'a fait un peu mal parce que je me suis dit, merde, je pensais que j'allais être quand même plus heureux, d'avoir une satisfaction d'avoir réussi un truc, tu vois. En fait, non, en fait, ce qui est important, c'est de kiffer ce que tu fais pour y arriver. Et puis après, si tu y arrives ou pas, c'est pas très grave. Mon père, quand j'étais petit, il me disait toujours par rapport au penalty, moi, j'étais traumatisé par les penalties, j'aimais pas les tirer. Et il me disait toujours, parce qu'en fait, je me voyais rater. Et mon père me disait toujours, on s'en fout, tu rates. Pour moi, c'est pire que tu rates, c'est pire de pas le tirer, en fait, que de le rater. Tu vas plus t'en vouloir, en fait, à pas le tirer qu'à le rater. Au moins, si tu le tires, bah, t'auras essayé. Et puis après, si tu rates, c'est pas grave, ça fait partie du truc. Dans la vie, tu rates, et puis on s'en fout. Le meilleur conseil, enfin, le conseil que vraiment, le truc que moi j'ai vraiment le plus appris, c'est ça, c'est que c'est bien d'avoir un objectif, et il faut avoir un objectif parce que c'est ça qui te drive.
Mais pour moi, en tout cas, c'est pas atteindre son objectif, c'est pas le plus important. C'est vraiment aimer le processus qui va Le avec. processus, ouais. Donc ça, c'est le premier. Et puis, ouais, de ne pas être obsessionnel, comme je disais, dans un mauvais sens. Mhm. Faut bien avoir l'ambition, etc. Mais il faut pas que ça te bouffe. Faut pas que faut pas non plus que ça te bouffe tout le reste. Moi, j'ai beaucoup de regrets par rapport à comment j'étais avec mon ex, par exemple, avec qui je suis resté 5 ans. Mhm. Parce que mon genou avait pris tellement le pas sur notre relation que, bah, tu vois, enfin, ça a complètement détruit notre relation. Et c'est dommage. Tu vois, c'est des trucs comme Bien ça. sûr, ouais. Faut pas qu'il y ait un truc, faut pas que tu sois omnibulé par un truc au point de ne pas voir le reste non plus. Parce qu'il n'y a pas y a pas qu'un truc dans la vie non plus. Le dernier, je dis vite fait, c'est de pas avoir peur, de pas attendre d'être prêt pour faire quelque chose, tu vois. Je pense que t'as beaucoup de gens, toujours, ils sont dans le «Ah, je vais faire ça quand je serai prêt, quand je serai ça». Mais en fait, comme je disais, c'est que c'est en faisant que tu apprends les trucs. Donc, tu vas forcément faire des conneries, et c'est tant mieux. Donc, Exactement. n'attends pas 3 heures avant de faire un truc. Moi, c'est un défaut, une qualité, je pense, en tant qu'entrepreneur, c'est que j'ai un tempérament de fonceur. Donc, dès que j'ai une idée, un truc en tête, j'y vais, tu Tu vois. fais. Et ma sœur, heureusement qu'elle est là, parce qu'elle, c'est le contraire. Elle est plus dans on réfléchit beaucoup, 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 et on fait. Ok. En fait, on se complète bien. Ouais, ouais, Mais, ouais. mais moi, Complètement. j'ai pris cette optique-là, j'ai un truc en tête, j'y vais, je fonce. Et je pense que c'est bien aussi d'être comme ça, de pas avoir peur enfin, des prêts, de pas avoir peur d'y aller avec le culot aussi, tu vois. Moi, il y a des clubs, des fois, j'ai envoyé des emails à des clubs. Quand je revenais de blessure, je cherchais des essais. Et les clubs, genre, je leur envoie un email, je leur dis voilà, je m'appelle Lucas, etc. Blablabla. Je leur racontais vite fait mon parcours, sans rentrer trop dans les détails forcément. Mhm. Et ouais, moi, je sais que je mérite une chance, etc. Et en fait, on sait pas ce qui peut se passer, tu vois. Ça se trouve, tu as un club, tu as le mec qui va être touché par ton histoire, et puis il va peut-être se dire, ah, pourquoi pas, enfin, ça sert à rien, tu vois. Moi, je crois à ces trucs-là, en fait, à y aller avec le culot. Donc, ne pas avoir peur de faire les choses, quoi. Mhm. Voilà, Demander. 3-4 conseils, même si j'aime pas donner de conseils, comme je disais. Non, non, mais c'est des vrais conseils. Moi, pour moi, c'est des vrais conseils qui peuvent être applicables, comme Mm. tu disais, dans le monde de l'entrepreneuriat, mais aussi dans le sport, clairement. Ouais. Et ouais, c'est passer à l'action, carrément. Est-ce que tu aurais un livre et ou un podcast à nous conseiller? Podcast pour les footeux, écoute, on va Pas dire le tien, forcément dans les... Pardon? déjà. Et puis, Ah, Colin Interview, tu connais? ouais, ouais, bien sûr. Bien L'interview que sûr. je fais, c'est toujours cool. Ouais, Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas toujours des footballeurs, enfin, c'est souvent pas des footballeurs stars non plus, souvent. ouais, c'est vrai. Là, tu as des footballeurs comme Steve Savidan, toujours un truc, et c'est super intéressant. Parce qu'encore une fois, ce qu'on dit tout à l'heure, moi, je trouve que ça pour un joueur de foot, ce qui est intéressant, c'est pas de se comparer à Messi, etc., parce que c'est, entre guillemets, inatteignable. Mm, mm. Juste, tu vois, chercher des joueurs comme ça qui vont t'inspirer, tu vois. Donc ça, c'est cool. J'aime bien Business Impact, qui est un podcast français, tu as toujours des mecs intéressants. Business Impact, ça Avec s'appelle. David Laroche, non? Ouais, ouais, mais j'aime bien les guests qu'il a, c'est souvent des entrepreneurs Ouais, intéressants. Euh, Après, tu as le podcast de Kevin Ferreira aussi, qui est bien sûr qui est cool. ouais, Euh, ouais, ouais. Gros, gros voilà. big up à Kevin pour tout ce qu'il fait. Et... Ouais, top. Et tu m'as dit un livre aussi, c'est ça? Ouais, si t'as des documentations un peu comme ça, ouais. Un livre, j'en ai un qui est intéressant, c'est Why We Sleep, pourquoi on dort, qui est super important pour le sommeil. Moi, je suis vraiment pas le bon exemple pour ça, mais quand tu es sportif, footballeur, bah, dors. Mm, mm. Et et tu en as un autre que j'ai beaucoup aimé, c'était en anglais, c'est The Art of Not Giving a Fuck, l'art de s'en foutre. Et en fait, j'ai bien aimé parce que bah, ça rejoint un peu ce que je disais par rapport ce qui est important, c'est le chemin, tu vois. C'est bien d'être déterminé à quelque chose, mais en même temps, c'est bien aussi d'avoir du recul. Et tu vois, dans le livre, il y a une anecdote qui est super intéressante, je la fais courte, mais quand il parle à un moment donné du gars qui a été viré des Beatles juste avant que les Beatles explosent. Non, des Metallica, pardon. Metallica. Il était viré de Metallica, juste avant que Metallica, le groupe de rock, explose. Mm, mm. Metallica, c'est le groupe de hard rock le plus vendu au monde, de disques, je sais pas, 135 millions, ça. Et lui, le gars qui a été viré, il a recréé un groupe derrière, que je connais plus, mais qui a vendu aussi, qui est très connu aussi, qui a vendu des millions de disques aussi. Ah oui, ça Et me parle de malgré, ça. et malgré ça, le mec, apparemment, il était triste, en fait. Il était pas heureux parce qu'en fait, son objectif de vie, c'était de dépasser Metallica. Et donc, même si, tu vois, c'est un peu comme Ronaldo et Messi, je pense que Ronaldo, je me demande toujours si Ronaldo, malgré 5 ballons d'or, je me demande toujours si il sera heureux ou pas à la fin de sa carrière de ne pas avoir plus que Messi. Et le mec, il a quand même 5 ballons d'or, tu vois. Et tu te dis, Ouais, putain. Mais
c'est comme ça, c'est des trucs en fait ça te fait chier quoi de pas pouvoir, tu vois. Du coup de réussir à passer outre ça, bah, je trouve que c'est important d'y arriver parce que sinon ça te bouffe ta vie, tu vois. Je suis sûr qu'un mec comme Ronaldo, à mon avis, ça doit le ronger parfois. Ouais, Donc, c'est de livre. ok, génial. Si tu pouvais passer un moment avec une personnalité vivante ou non, qui serait-ce et pourquoi? Mec, Xavi direct. Ouais, on a capté ça. Xavi, je vais le redire, un Xavi. Xavi, pour comprendre le foot, ça serait magnifique. Hmm. Discuter avec lui. Mais je pense que la personnalité que je préférais encore plus, ça serait Ronaldo R9, plus justement pour ses blessures au genou, tu vois. Ouais, Donc, comprendre tout ça. Et même si Xavi, c'est mon joueur préféré, pour moi, Ronaldo, pour ce qu'il a fait par rapport à son genou, il y a pas d'égal dans le foot. Donc, incroyable. Il est toujours revenu au niveau, quoi. non, mais le mec, il joue pas pendant 3 ans, il revient, il gagne le ballon d'or. Je veux dire, Ouais, inspirant de ouf. en fait, on se rend pas compte, quoi. Donc, Non, non, non. Et tu vois, c'est con parce que j'ai l'impression que la jeune génération, ils prennent pas forcément mesure de ce qu'a fait R9. ouais, parce que tu as Cristiano qui est passé derrière, donc Ronaldo Ouais. et ça. Et parce que Ouais, c'est mais c'est un autre parcours, c'est différent. Il y a peut-être pas le même palmarès, encore que, une Coupe du pardon, Monde, il y a une Coupe du Monde, hein, comme tu dis. Hein. Bon, on ne sait pas ce qui va se passer à la fin du mois. hein. Mais passons. Mais ouais, c'est vraiment un footballeur d'exception et puis ouais, un athlète d'exception pour ce qu'il a fait. Incroyable. C'est un monstre. Mais c'est vraiment pour le truc d'athlète, tu vois. Et pardon, hein, j'en rajoute un troisième, juste vite fait, c'est Johnny Wilkinson. Si les gens connaissent pas le gars, c'est un rugbyman. Ouais, J'ai lu son livre, en fait, et je me suis vachement, quand j'étais blessé, j'ai lu son livre, et je me suis vachement, en fait, identifié un peu à comment il était, le fait d'être obsessionnel, tout ça. Et en fait, j'adore, enfin, c'est vraiment, je pense que c'est mon sportif préféré avec Kobe Bryant, qui est plus là aujourd'hui, ouais, parce que justement, heureusement. j'adore la montée. Wilkinson, je trouve ça incroyable, en fait, sa façon son parcours aussi. Plein de blessures, mais tu vois, il explique justement que c'était pas forcément qu'il en faisait trop, que le mec, il venait de se faire opérer à l'hôpital, mais malgré ça, il va quand même faire des pompes dans sa chambre, alors tu vois, le gars, il est dans un autre truc, quoi. Et c'est pas bien d'être comme ça. Et je pense que c'est bien qu'il en a parlé, et c'est bien. Et donc, on discuter avec Johnny Wilkinson, ça serait le top. Ouais. Ouais. Et tu vois, ça me fait penser à un truc. Je pense qu'une chose que n'importe quel sportif devrait faire, c'est justement lire des biographies de sportifs. Ouais, ouais, ça apporte beaucoup, énormément. Mm. Et de coach aussi. Tu vois, Ouais. il y a Sir Alex Ferguson, il a fait un livre qui s'appelle Leading, Leader, et Mhm. il est top ce livre. Et d'ailleurs, même pour les mecs qui font du business, c'est top. Ça t'apprend vraiment la façon de manager, de déléguer. Tu vois, Ouais. c'est super important. Donc ouais, je suis d'accord. Ouais, bah j'encourage tous les sportifs à faire ça. Ok, quel serait le meilleur moyen de te contacter pour aller un peu plus loin après ce podcast ou pouvoir voilà, Ah, collaborer, travailler avec toi? Insta, Ok, Luca.coachfit, tout simple. nice, ben, on mettra tout ça. Ouais. Question passe décisive, qui aimerais-tu entendre passer au micro de ce podcast? Écoute, je sais pas si tu pourras un jour, mais Karim Benzema serait top. Ah ouais, Après, plus à court terme, on va dire. ouais, Euh, Moi, il y a un gars que j'aime bien sur les réseaux que je suis, il s'appelle Louis Bourlier, je crois. ok, Et, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est un coach de basket. Je le connais pas du tout, hein, mais je suis ce qu'il ok, fait. ok. C'est un coach de préparateur physique de basket en France. Et j'aime beaucoup comment il s'entraîne. Et, euh, et puis, ouais, ça m'intéresserait de voir un peu comment il programme les trucs et tout, quoi. C'est cool. Ok, eh ben, écoute, Et, tu me donneras des moyens de le contacter et puis on verra, ouais, carrément. et un troisième, parce que c'est toujours intéressant d'entendre parler, c'est un très bon pote à moi qui s'appelle Stuart Dutambi, Ok, ouais, qui est un ancien sprinter, qui était sprinter en équipe de France. ouais, Euh, ouais. et donc, c'est intéressant de parler avec lui. En plus, là, il vient de se faire les croisés. Donc, Mhm. c'est intéressant de discuter avec lui, je trouve. Et lui, pour le coup, il a une salle privée aussi, comme moi, mais en France. Ouais. Euh, donc voilà, je pense que ça peut être cool de l'avoir sur le podcast aussi, discuter de tout ça. Eh ben, allez, ben, on va connecter avec ces gens-là qui, je suis sûr, avec qui ça serait top, ouais, carrément. Bah, merci. Merci beaucoup, Luca, pour ce podcast. Je vous Ouais. rappelle, si vous avez kiffé ce podcast, de nous envoyer de la force. Vous l'avez peut-être écouté en voiture, dans les transports en commun ou pendant votre séance.
Pensez à bien vous abonner, que ce soit sur YouTube ou n'importe quelle plateforme de podcast. On lâche un commentaire hein, pour aller plus loin sur la réflexion. Et puis voilà, ça aide à faire progresser le podcast. Je vous apprends rien du tout. Mais surtout, voilà, en parler autour de vous, la famille, les coéquipiers, les amis. Et puis voilà, si tout ce que on s'est dit là avec Lucas et vous a donné de la valeur et vous a aidé dans vos objectifs de performance. Ciao, ciao. Salut!